À ce webinaire sur comment augmenter la résilience des forêts du Gâtinais français face au changement climatique. Donc, je suis Pichoune Migraine, je suis la chargée de mission forêt et Natura 2000 au Parc naturel régional du Gâtinais français. Et ce webinaire, il sera co-animé par moi-même du parc et Marine Lower du CRPF, le Centre régional de la propriété forestière, avec une intervention d'une invitée d'honneur, Marion Gosselin de l'INRAE, qui nous parlera de la gestion en mélange et les résultats du projet OptMix. Donc ce format en webinaire, c'est une première, hein. On est très, très content d'innover là-dessus. Au niveau des réunions forestières, normalement, on propose 2 réunions forestières par an en co-animation avec le CRPF, sur le terrain toujours. Mais cette année, bon, les conditions sanitaires font qu'on a dû innover puisque le rassemblement de personnes et le déplacement au-delà de 10 km était difficile. Donc, sachant qu'il s'agissait là d'une réunion forestière qui avait déjà été reportée du 30 octobre 2020. Donc, ce webinaire, il reste, comme les réunions forestières qu'on fait d'habitude sur le terrain, il reste destiné en premier lieu aux propriétaires de parcelles forestières qui sont situées sur le territoire du parc naturel régional du Gâtinais français. Mais on a des personnes qui ne sont pas propriétaires et qui nous ont rejoints. On va le voir tout à l'heure. Donc, je m'engage à faire durer ce webinaire jusqu'à 12h30 grand maximum, par respect pour vous, chers participants. Et une chose importante, c'est que le webinaire sera enregistré. Donc, merci de me signaler par mail ou par message dans le chat si vous ne souhaitez pas apparaître dans l'enregistrement. À ce moment-là, on coupera vos interventions. Donc vos micros, ils sont désactivés par défaut. Alors, vous pourrez les activer si besoin de poser une question lors de la dernière partie du webinaire. Mais on va vous demander sinon de ne pas réactiver vos micros pour éviter tout simplement les bruits de fond. Donc, les objectifs du webinaire, c'est les suivants. Donc, on cherchera à favoriser, on cherche à favoriser le partage d'informations entre les propriétaires forestiers du PNR sur la résilience des forêts face au changement climatique et également identifier sur ce thème les besoins en information. Donc, je l'ai dit, on n'est pas seulement entre propriétaires forestiers parmi les participants. Donc, je vais utiliser un petit outil sondage qui est permis par Zoom pour savoir qui vous êtes. Donc, qui vous êtes, vous avez une question à répondre. Normalement, vous avez un sondage qui s'affiche là et vous avez possibilité de répondre à plusieurs questions. Donc, ça dure quelques secondes, hein. Merci de répondre sans attendre. Ça va se terminer bientôt, disons dans 3 secondes. Pour l'instant, on a 11 personnes qui ont voté. C'est une démonstration des multiples fonctionnalités offertes par Zoom, au passage. Mais c'est aussi un petit peu pour apprendre à se connaître. Enfin, se connaître, c'est un grand mot, mais pour savoir en tout cas qui est en présence dans ce webinaire. Voilà, donc on a tout le monde qui a voté. Donc, je vais mettre fin au sondage et on va voir qui est là. Donc, on a une grande majorité de propriétaires d'un bois sur le territoire du PNR. On a 3 personnes de la région, du département ou de la Drieulate, ancienne Drieux. On a 2 membres d'un syndicat forestier. On a 3 membres d'associations. Marine Lower du CRPF, je crois que je t'ai reconnue. Et 3 du PNR. Donc, je crois qu'il y a mon collègue Lionel Ancio, chargé de mission forêt et énergie renouvelable, qui est présent, et Jean-Jacques Boussingault, le président du parc naturel régional, qui pourra volontiers intervenir en dernière partie du webinaire. Organisme de recherche, il s'agit de l'INRAE, je crois, c'est Marion Gosselin, et 5 autres. Voilà. Donc,
on a vu un peu qui était en présence. On va pouvoir démarrer le webinaire en tant que tel. Hop. Et voici le programme du webinaire. Donc, je vais simplement rappeler, voilà, je vais rappeler des consignes à la fin. Donc voici le programme du webinaire. Donc, il y aura 3 interventions qui se succéderont de 15 minutes chacune. Moi, je vais vous parler du contexte changeant et du coup de la préoccupation croissante sur le territoire du Gâtinais français, qui est la résilience des forêts. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que gestionnaire forestier? Marine Lower du CRPF, ensuite, prendra la parole sur la prise en compte des changements climatiques dans les documents de gestion sylvicole. Bonjour Marine, si tu veux saluer. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, Marine Loher, je suis ingénieure environnement au CRPF et je viens aujourd'hui un petit peu remplacer Raphaël Tremblot qui était initialement prévu sur ce webinaire. Donc voilà, je m'excuse par avance si des fois il y a des petites limites dans mes compétences techniques sur les sujets. Voilà. Merci à vous. Et puis Marion Gosselin de l'INRAE qui parlera de la gestion en mélange comme facteur de résilience en forêt. Bonjour Marion. Bonjour à tous. Et je suis contente effectivement de venir vous présenter des résultats de recherche en écologie forestière sur la question des mélanges, des forêts mélangées. Merci beaucoup. Donc, à la fin de ces 3 interventions, vous aurez la possibilité de poser des questions à l'oral. Donc, il y aura 30 minutes de questions-réponses, d'échanges. Mais si vous avez envie de poser des questions au fur et à mesure des interventions, vous pouvez le faire par écrit dans le chat. Et toutes ces questions seront reprises à la fin. Donc, entre midi et midi 30, on va mettre un point d'honneur à laisser du temps pour vraiment répondre à toutes les questions, et vous pourrez aussi interagir entre vous, bien sûr. Et si vous préférez donc poser vos questions à l'oral, du coup, vous pourrez lever la main avec le petit outil en bas de votre écran Zoom pour pouvoir avoir la parole et poser une question à l'oral. Voilà, donc je vais commencer ma présentation qui est en fait une introduction, hein. Donc vous le savez, la filière forêt-bois, elle a récemment dressé une feuille de route pour l'adaptation des forêts au changement climatique. C'est une commande du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Donc on le voit, la résilience des forêts, c'est une préoccupation croissante dans le monde entier, en France. Le réseau des parcs n'est pas en reste, et le territoire du parc du Gâtinais français non plus. On se demande sur le Gâtinais français comment faire pour maximiser la résilience des forêts pour pouvoir faire face aux changements qui nous attendent. Donc, en guise d'introduction, je vais vous parler de l'état des connaissances aujourd'hui concernant les changements qui vont s'esquisser d'ici la fin du siècle et réfléchir sur comment mettre en place une sylviculture adaptative pour les forêts de notre territoire, une sylviculture qui minimise le risque, en somme. Donc, le changement climatique, c'est un phénomène qui est inertiel. Donc, même si on arrête nos émissions aujourd'hui, on sait à peu près ce qui va nous attendre en termes de température, de précipitation. On aura des étés plus secs et plus chauds, des précipitations irrégulières, des gelées fortes et tardives, des tempêtes, des incendies, voilà. Et alors, en fait, dans un horizon proche, d'ici à 2050, on sait qu'on aura une hausse des températures moyennes entre 0,6 et 1,3 degrés. Mais d'ici 2100, c'est plutôt 1,3 degré pour le scénario RCP 2,6, donc le plus optimiste, et entre 2,6 et 5,3 degrés d'augmentation en été pour le scénario le plus pessimiste, RCP 8,5. Donc sur le graphe, les graphes là, de Météo France, à gauche, vous avez les températures moyennes annuelles en Île-de-France, avec l'écart à la référence 1976-2005. Vous voyez qu'il y a 2 scénarios différents. Mais on a une tendance à l'augmentation des températures, donc avec des vagues de chaleur qui vont dépasser 20 jours, une baisse des extrêmes froids. Mais alors, l'augmentation des températures, vous allez me dire, ça peut permettre d'allonger la période pendant laquelle les arbres poussent. Donc, ça peut être bénéfique, oui, mais ça multiplie d'autant leurs besoins en eau aussi. Et donc, à droite, vous voyez le cumul hivernal et estival des précipitations. Donc, ça concerne l'Île-de-France, hein. Tous ces graphes-là concernent l'Île-de-France. Donc, on voit qu'on peut prédire l'augmentation d'épisodes de sécheresse et des précipitations extrêmes sur une large partie du territoire.
mais avec une forte variabilité selon les zones, hein, bien sûr. Alors, on sait aujourd'hui que les contraintes principales pour le développement des arbres, c'est les sécheresses et le sol. Les sécheresses, pardon, du sol et de l'air. Donc ça peut nous donner une idée de ce que vont subir nos forêts. Et ce qui est intéressant, c'est que des scientifiques de l'INRAE ont montré aussi que les forêts sont plus sensibles à la récurrence des sécheresses qu'à leur intensité. Mais bien sûr, cette fragilité, elle dépend de l'espèce d'arbre, de son lieu d'origine, de sa croissance, de son âge, donc de beaucoup de choses. Donc, en fait, l'effet sur la forêt en tant que tel reste incertain. Nous, dans la question comment agir en tant que forestier, en fait, le parti qu'on va pouvoir prendre, c'est de sortir de la gestion courante qui est pratiquée dans un univers prévisible, hein, pour passer plutôt à une gestion adaptative. Donc, plutôt revoir nos pratiques et objectifs tous les 3 à 5 ans, plutôt que 10 à 20 ans comme aujourd'hui. Donc, c'est une situation qui est inédite, mais ça ne doit pas pour autant nous empêcher de prendre des décisions. La slide suivante que je vais vous montrer, elle est intéressante parce que c'est l'évolution des aires de répartition potentielle des groupes biogéographiques d'essences. Il y a des essences qui pourront progresser au nord et régresser au sud. Alors sur le Gâtinais, hein, on est là en jaune, les essences de plaine de l'ouest qui sont dominantes. Donc on connaît nos essences, le chêne, le châtaignier. En forêt de Montmorency, le châtaignier est en régression. On aura plutôt probablement des essences des plaines du sud-ouest qui seront plus adaptées, donc le chêne pubescent, le chêne vert, qui est une essence aujourd'hui typiquement méditerranéenne, hein. Mais aussi, n'oublions pas des essences qui sont autochtones, mais qu'on n'avait pas favorisées jusqu'à présent, donc le tilleul, le cormier et d'autres essences. Voilà un peu voilà un peu les tendances. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les arbres forestiers, ils disposent d'une diversité génétique qui est bien supérieure à la nôtre. Donc ça, c'est un atout pour s'adapter aux changements environnementaux au fil des générations. On a des recherches innovantes en épigénétique dernièrement qui ont montré que la sécheresse peut être capable de réveiller un gène dormant qui confère à l'arbre une résistance accrue. Mais alors la question aujourd'hui, c'est ces changements, ils sont soudains. Est-ce que les forêts auront le temps de s'adapter dans les 50 à 100 années à venir? Donc les dépérissements, on les voit déjà, des développements de maladies, des pullulations de ravageurs, notamment pour le châtaignier. Hein, là, ce tableau du département de la santé des forêts montre que le châtaignier et le frêne sont très atteints avec des problèmes préoccupants. Et ces problèmes, vous voyez quand ils ont commencé dans le tableau à droite. Donc, les sécheresses, elles sont devenues très préoccupantes à partir de 2019. Bon, là, je ne vous apprends rien, vous qui êtes propriétaire forestier, hein, vous l'observez au quotidien sur vos parcelles. On sait que le châtaignier et le frêne sont menacés. Voilà. Donc, les changements climatiques, ils risquent d'aggraver tous ces dépérissements. Mais là-dessus, on n'a pas de prise immédiate. Comme je l'ai dit, il y a une inertie du système climatique qui fait que même si j'arrête tout de suite mes émissions, les forêts vont quand même faire face à des menaces. Par contre, là où on a prise, c'est nos modes de gestion sylvicole. Et c'est un peu l'objet de ce webinaire, c'est de voir comment tout de suite on peut adapter nos modes de gestion sylvicole pour atténuer ces effets. Alors du coup, quels sont-ils? Quels sont les facteurs sur lesquels on peut agir? Eh bien, il y en a plusieurs qui permettent d'augmenter à la fois la résilience, qui est donc la capacité à se reconstituer après un aléa, et la résistance, qui est la capacité à être moins sensible à l'aléa. Donc nous, on cherche les deux, puisqu'on a des dépérissements déjà visibles, donc on veut plus de résistance, et puis il y a des dépérissements à anticiper sans pouvoir les prédire, donc on va vouloir vraiment maximiser la résilience du système. Donc là, vous voyez la photo d'une reconstitution après la tempête de 99. En 2003 et en 2005, on voit que ça peut aller très vite, une reconstitution. Alors, un prérequis pour avoir des forêts résilientes, c'est pas sur cette slide, mais c'est d'arriver à réduire les populations de cervidés et de sangliers qui consomment souvent préférentiellement des essences qui sont résistantes au changement climatique, comme le chêne.
Mais donc, il y a beaucoup d'autres facteurs. Donc, il y a la diversité des essences qui sera vraiment déroulée plus précisément par Marion Gosselin. Donc, il s'agit de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, sachant que la vitesse d'adaptation d'un système complexe comme la forêt, elle est directement liée à la quantité d'éléments qui interagissent entre eux. Donc, il y a nécessité de maintenir une hétérogénéité dans la forêt. Mais là, je ne vais pas détailler ce point, puisque je l'ai dit, Marion Gosselin le fera. On a un autre facteur important, c'est lié, c'est favoriser la régénération naturelle, qui permet de conserver le potentiel génétique et spécifique du peuplement, donc, et d'avoir des forêts diversifiées. Alors, je vois que quelqu'un est dans la salle d'attente. Voilà. Donc, qui permet d'avoir, je le disais, donc, des forêts diversifiées, structurées et donc plus résilientes face aux sécheresses, aux tempêtes, aux incendies, etc. Il y a d'autres facteurs sur lesquels on va pouvoir jouer. C'est la préservation des sols et le maintien de bois morts sur pied au sol, de gros bois, d'arbres habitats. Donc, je vais détailler tout ça. Et le maintien de lisières forestières et de milieux associés. Donc, pour commencer, sur les sols, c'est un impératif de préserver les sols pour avoir une forêt résiliente. Pourquoi? Parce que des sols tassés, un sol qu'on tasse, en fait, ça entraîne un compactage qui est très durable des éléments du sol. Donc, on va avoir moins de circulation et de stockage d'eau et des racines lésées. Donc là, vous comprenez tout de suite que la forêt va être en moins bonne santé, moins productive si on tasse les sols. Bon, là, je crois que vous le savez pour la plupart. Hein. Donc, des moins bonnes conditions pour les arbres, des dépérissements et des difficultés de régénération. Et juste des petites données issues du guide ProSol FCBA ou ONF à méditer, donc quelques chiffres que vous n'avez peut-être pas tous forcément en tête. C'est qu'une machine d'exploitation, elle applique une pression au sol qui peut être 5 à 30 fois supérieure à celle d'un homme ou d'un humain. Et ces pressions, elles s'exercent jusqu'à 70 cm en profondeur et 80 cm de part et d'autre des roues. Donc, ce n'est pas juste sur la machine, enfin, c'est pas juste sous la machine, mais aussi autour, enfin, de part et d'autre des roues. Et ces dommages, ils dépendent bien sûr de la quantité, de la texture et de l'humidité du sol. Et ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que 80 à 90% du tassement des horizons de surface du sol, il a lieu entre le premier et le troisième passage d'engin. Donc, on ne peut pas se dire, bon, ça va, je passe qu'une fois, il n'y aura pas d'impact. Alors, quelques règles, du coup, à suivre, c'est installer des cloisonnements d'exploitation, mais une fois qu'on en a réalisé, ce n'est pas le tout. Il faut ensuite canaliser les machines strictement dans les cloisonnements. Et très important aussi, intervenir par temps sec ou par période de gel, surtout sur les sols sensibles. Et aussi laisser les rémanents, puisque les branchages contiennent, à volume donné, 3 fois plus d'éléments minéraux que les grumes. Donc, leur dégradation par les micro-organismes du sol est cruciale pour la fertilité des sols, mais donc aussi pour la productivité des sols et pour la colonisation des sols par les mycorhizes, qui sont indispensables à la croissance des arbres. Voilà. Concernant le maintien de bois morts sur pied au sol et de très gros bois et d'arbres habitats. Alors, le bois mort, en fait, il favorise la présence d'insectes saproxylophages, qui sont des organismes saproxyliques qui consomment que le bois mort en décomposition, mais aussi des champignons saprophages, donc détritivores. Et ça constitue plusieurs milliers d'espèces qui décomposent le bois. Et donc, ça permet de reconstituer l'humus forestier et de préserver la flore mycorhizienne, qui est en symbiose avec le système racinaire de la plante. Donc, on en revient à une meilleure fertilité des sols et de leur productivité, finalement. Mais ensuite, les gros bois, les arbres habitats, en fait, les gros arbres, surtout les bois sénescents ou dépérissants, ils présentent aussi souvent des cavités sur le tronc et les branches. Et ces altérations, elles forment des milieux de vie différents, qu'on appelle les micro-dendro-habitats, et qui abritent une très grande diversité d'espèces. Alors, il peut s'agir de trous de pics, de fissures qui abritent des oiseaux cavicoles, donc qui nichent dans les cavités. Et il faut savoir que ces oiseaux cavicoles, c'est 41% des 68 espèces d'oiseaux qui sont strictement forestiers en France. Ça abrite aussi des chauves-souris, qui sont prédateurs importants des insectes défoliateurs. Donc là, on en revient à réduire les pressions des ravageurs. Donc c'est une protection qui est très importante pour la forêt.
Il ne faut pas non plus négliger l'importance des arbres foudroyés, des branches mortes en cime, des bois écorcés, etc., des pourritures même. Donc, ce qu'on pourrait voir comme des éléments qu'on ne veut pas dans notre forêt à première vue. Des cavités remplies d'eau aussi, ça héberge vraiment beaucoup d'insectes et de champignons qui sont au début du cycle de décomposition du bois, donc encore une fois avec un enjeu pour la fertilité des sols. Et ce qui est important à avoir en tête, c'est que le pourcentage d'arbres porteurs de ces micro-habitats, eh bien, il augmente avec la grosseur des bois. Et c'est très important aussi d'avoir une grande diversité de ces éléments, puisque beaucoup d'espèces forestières sont inféodées à certains types de peuplements ou de stades sylvicoles. Donc elles peuvent préférer des essences d'ombre, de lumière, des bois très âgés, des stades juvéniles, etc. Donc il faut vraiment avoir tous les stades de développement dans les strates arbustives et arborescentes pour justement offrir une diversité de micro-dendro-habitats qui soit favorable à la faune et la flore. Et la répartition dans l'espace aussi de tous ces stades de développement est important et permet d'augmenter la capacité d'accueil d'un peuplement. Voilà. Et pour terminer mon intervention, je vais aussi parler des lisières et des milieux associés. Donc les lisières, c'est la transition entre deux peuplements forestiers de structures ou d'âges différents, mais ça peut être aussi un chemin ou un champ. Et ça permet à la fois une diminution des risques liés à la tempête, donc maximisation de la résilience de la forêt, hein, et quand elles sont bien étagées, les lisières, quand il y a plusieurs strates de végétation, elles offrent aussi des zones d'alimentation de nombreuses espèces, en raison de l'ensoleillement en fait, qui favorise une grande diversité de floraison et de fructification. Et pour terminer, j'évoque aussi les milieux ouverts, donc certains Natura 2000, donc ça fait référence à ma deuxième casquette au Parc naturel du Gâtinais français, qui est chargée de mission animatrice Natura 2000 du site Haute-Vallée de l'Essonne. Donc l'importance des milieux Natura 2000, mais tous ne sont pas classifiés Natura 2000, hein, des milieux ouverts comme des clairières, des plans d'eau, des cours d'eau, des zones rocheuses qui offrent une diversité et un espace de vie apprécié pour maximiser, pour favoriser en tout cas la fonctionnalité de la forêt et donc sa résilience. Voilà, et pour terminer, du coup, cette petite citation d'un philosophe français, Henri Bergson, « L'avenir n'est pas ce qui va nous arriver, mais ce que nous allons en faire ». Donc j'aime bien parce que ça nous donne un peu d'optimisme. On a la chance en France, faut s'en rappeler, vous le savez sûrement, d'avoir des services opérationnels qui font de la veille sanitaire et qui travaillent sur la sensibilité des écosystèmes depuis des nombreuses décennies. Donc on peut citer le département de la santé des forêts, dont j'ai pris quelques graphes, hein, le RMT à force, l'inventaire forestier national, on a beaucoup de données, hein, le réseau national de suivi à long terme des écosystèmes forestiers, c'est donc le RENECOFOR, qui nous offre un recul de 30 ans. Donc on a quand même beaucoup de données, donc la France a des dispositifs qui sont performants là-dessus. Et le défi, ça va être de partager ces diagnostics avec la société aujourd'hui pour autoriser la création d'un débat public sur l'avenir de nos forêts, puisque les paysages forestiers, on le sait, ils vont probablement changer, et les citoyens, en fait, doivent pouvoir être associés au processus de décision sur ce bien commun qu'est la forêt. Voilà, donc j'ai terminé ma présentation. N'hésitez pas, je vous le rappelle, à poser vos questions par écrit dans le chat. Elles vont être répondues entre midi et 12h30 hein, pour ceux qui nous rejoignent. Et je laisse la parole du coup à Marine Lower du CRPF qui va vous parler de la prise en compte des changements climatiques dans les documents de gestion. Oui, alors je te laisse donner la main. Ouais, merci. Je te passe la main. Hop, voilà. Normalement, c'est bon. Alors. Ok, très bien. Donc, bonjour à tous et à ceux que je n'ai pas encore pu saluer ou qui sont arrivés en cours de route. Ah. Alors, effectivement, après avoir vu ces différents facteurs relativement généraux qui permettent effectivement d'augmenter les capacités de résilience et de résistance des forêts et qui sont applicables relativement partout, on va essayer de faire un focus sur les conséquences vis-à-vis des objectifs sylvicoles et plus particulièrement de l'adaptation de la gestion que peuvent impliquer ces changements. Puisque effectivement, aujourd'hui,
Alors, je sais le changer au fur et à mesure, mais je ne sais pas si ça va au même rythme que moi. Ça n'a pas l'air de changer, mais je peux le faire. Oui, c'est bon. Merci. Donc, effectivement, aujourd'hui, on l'a vu, le forestier, il travaille dans un contexte particulièrement incertain. On l'a vu avec des scénarios climatiques variés, des modèles multiples. On est face à une diversité des climats et une difficulté à savoir précisément dans quelle situation va se retrouver notre propriété, nos parcelles, etc. Surtout quand on se retrouve dans des limites des limites d'air de nombreuses essences. On a effectivement aussi des difficultés à évaluer le degré de déséquilibre présent, mais aussi à venir des écosystèmes, des difficultés à évaluer aussi la capacité d'adaptation des espèces, les interactions entre elles également. Donc effectivement, le contexte évolutif, l'évolution est particulièrement progressive avec par contre des crises parfois très difficiles. Alors que le forestier travaille à l'échelle du temps de la forêt, qui est lui, par contre, très, très long. Et donc, c'est difficile de pouvoir agir et anticiper au maximum, puisqu'en plus, on a toujours cet enjeu qu'a le forestier de travailler sur la question de la multifonctionnalité de la forêt, en favorisant effectivement les enjeux économiques de la forêt, le stockage carbone, les aspects biodiversité, voilà, qui représente aujourd'hui et plus que jamais un enjeu sociétal assez fort et des regards fortement tournés vers la forêt. Donc, c'est pour nous un grand défi de pouvoir travailler dans ce contexte. Alors, du coup, je n'ose pas passer si tu passes aussi. Merci. Donc, effectivement, aujourd'hui, nous, le CRPF, mais aussi tous les organismes de suivi, de recherche, prône en priorité l'impératif qui est de bien connaître sa forêt. Il s'agit là de parler de diagnostic. Effectivement, pour nous, c'est l'enjeu majeur, ça va être de bien diagnostiquer sa forêt. Ça va considérer à étudier deux compartiments en particulier. D'une part, les stations forestières, qui sont, elles, composées à la fois des caractéristiques du sol, de l'exposition, de la topographie de nos parcelles. Donc ça, ce sont des données stables que les forestiers connaissent globalement plutôt bien. Il existe des catalogues des stations qui reprennent justement tous ces éléments-là et qui permettent de savoir un petit peu comment on se situe. Par contre, vient aujourd'hui s'ajouter la question du climat. Et aujourd'hui, on est avec des données évolutives, donc qu'on a du mal à justement anticiper. En parallèle, on va également pas seulement étudier le sol, la station sur laquelle on se trouve, mais aussi le comportement des peuplements, des forêts sur ces stations-là. Donc, effectivement, d'analyser la composition, l'âge, les caractéristiques dendrométriques. Donc, une fois encore, ça, ce sont des données qui sont plutôt bien maîtrisées par les forestiers. Et par contre, il va être nécessaire également d'étudier l'état sanitaire, qui, ça, est une donnée qui est parfois plus difficile à analyser. On peut avoir parfois un regard un peu trop pessimiste sur nos forêts. On verra que des fois, on peut finalement avoir des conditions de résilience qui sont possibles et qu'il ne faut pas parfois faire un diagnostic trop rapide. Donc, pour justement faire tout ce diagnostic, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'outils qui permettent de faciliter ces différents paramètres et de faciliter cette analyse. On parle notamment de l'outil BioClimSol qui a été développé par l'organisme, l'IDF, le pôle recherche et développement du Centre national de la propriété forestière. Donc, qui est là, cet outil qui est un outil numérique qui permet justement de prendre en compte tous ces facteurs, le climat avec les différents scénarios, la station, le peuplement, pour permettre derrière d'avoir des orientations d'itinéraire ou des orientations vers des essences alternatives. On a ensuite des outils tels que Archi ou Dépéris, sur lesquels le CRPF propose également des formations sur tous ces outils, qui permettent quant à eux d'évaluer justement le dépérissement ou au contraire la capacité de résilience des arbres de notre peuplement pour justement établir ce diagnostic de façon la plus complète possible et la plus juste possible surtout. Alors, je ne sais pas si c'est passé.
Merci. Donc, effectivement, une fois qu'on a effectué ce diagnostic, qu'on a analysé ces éléments-là, donc la diagnostic de la station et du peuplement et de l'état sanitaire, ça va surtout nous permettre d'avoir une évaluation du risque, une notion de vulnérabilité pour derrière pouvoir classer des enjeux, pouvoir classer nos peuplements et savoir agir en conséquence, prioriser les interventions. Donc, généralement, suite à ce diagnostic, va ressortir 3 options principales. Soit effectivement, on fait le constat d'une résilience qui est complètement invisible. On considère que le peuplement est dans une situation irréversible. On va considérer que le peuplement est sans avenir. Dans ce cas-là, va se poser la question du renouvellement. Quel moyen de renouveler cette parcelle on va avoir? Donc, je déclinerai un petit peu juste après les quelques conseils qu'on peut justement amener par rapport à ce sujet-là. Et ensuite, on peut retrouver soit éventuellement des peuplements dans lesquels on a des semblants, des signes de résilience, des stations sur lesquelles des peuplements sur lesquels on va penser être en limite de station. Donc, on peut avoir des doutes à long terme, mais on va considérer donc que l'avenir est plutôt incertain. On va dire, donner un diagnostic plutôt modéré. Et par contre, on peut aussi avoir un peuplement qui semble être en place aujourd'hui, et donc on va considérer que son avenir est potentiellement viable, bien que forcément on évolue encore dans un contexte qu'on arrive un petit peu à anticiper, et c'est là qu'on va essayer de le faire. Et donc ces 2 dernières options on peut proposer également des outils d'adaptation justement vis-à-vis de la sylviculture qui va permettre autant que possible d'aider ces peuplements à tenir dans la durée et à améliorer leurs chances de maintien. Alors, avant d'enchaîner sur la question du renouvellement, je veux bien qu'on passe à la diapo suivante. Merci. Alors souvent, on revient à la question de la migration naturelle comme une solution, puisqu'effectivement, les espèces végétales, tout comme les animaux, se déplacent. Mais sauf qu'aujourd'hui, on sait que la vitesse de migration des espèces végétales, elle est globalement 10 fois plus faible que la vitesse attendue du déplacement du bioclimat et des aires de répartition, comme l'a montré tout à l'heure Pichoum. Donc, effectivement, il y a des situations dans lesquelles la substitution d'essence, elle sera pour nous inévitable et potentiellement une solution majeure pour l'adaptation de certains boisements. Aujourd'hui, on parle plutôt de migration assistée, puisqu'effectivement, il ne s'agit pas prioritairement d'intégrer absolument des essences très lointaines sans qu'elles soient encadrées, mais d'abord de parler de la question de juste accompagner des essences qui seraient en migration théoriquement naturelle pour anticiper et accélérer un petit peu leur vitesse de remontée, entre guillemets. Alors ça, cette solution de la substitution d'essence, elle passe systématiquement par le renouvellement par plantation, puisqu'effectivement, de fait, les essences ne sont pas en place, donc la régénération naturelle n'est pas possible concrètement. Donc cette solution-là, elle peut être préventive dans le cas d'essences hors station ou menacées par des problèmes pathologiques, par exemple, mais elle est effectivement curative quand on est dans le cas de peuplements qui sont déjà très impactés et qu'on est dans cette situation de peuplement sans avenir qu'on a pu diagnostiquer juste avant. Il faut savoir que cette option de migration assistée, de substitution d'essence, elle peut aussi être utilisée en complément de renouvellement naturel, par contre. Et ça, c'est vrai que c'est des itinéraires qui, aujourd'hui, ne sont pas encore très développés. Donc, quand on en vient à la question du renouvellement des peuplements, donc quelques conseils, bien évidemment. Donc, ce sera la diapo juste après. Merci. Donc, effectivement, on aura dans un premier temps et avant tout fait l'état de la question d'une pertinence d'une régénération naturelle. On l'a vu, si on est sur un peuplement qui est sans avenir, c'est que globalement, il a eu déjà des difficultés. Alors, le changement climatique, ou en tout cas les conditions uniquement stationnelles ne sont pas forcément strictement les seules raisons pour lesquelles le peuplement a pu arriver à un état d'impasse.
Mais globalement, si c'est le cas, en tout cas, et que c'est en raison des conditions de l'essence qui n'est plus en station, la régénération naturelle sera forcément exclue. Voilà. Par contre, donc, une fois qu'on a réalisé notre diagnostic stationnel prospectif, donc c'est celui-ci qui va nous permettre essentiellement de pouvoir orienter vers des essences ou des provenances adaptées. Et ça, il faut l'anticiper sur la durée de la révolution prévue. Donc, une fois encore, je le rappelle, en forêt, on parle sur des échelles de temps très, très longues. Un des conseils, ça va être effectivement d'adapter les modes de reboisement, de faire très attention à soigner ce reboisement, notamment en se posant la question du type de plan, de la qualité, donc des conditions d'élevage en pépinière, des techniques culturales de production des plants, mais également surtout de ne pas négliger les entretiens, surtout sur les premières années, puisque ça permet de réduire l'impact des événements climatiques. Effectivement, la préparation du sol ou les entretiens sur les premières années, ça va permettre de réduire la concurrence en eau, de faciliter l'installation des plants et donc de protéger des aléas climatiques derrière. On va également donc conseiller, une fois encore, la question de favoriser les mélanges. Donc ça, c'est pour effectivement partir du principe de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, de faire le plein d'essence pour tenir la distance dans le temps. Sachant que, bien évidemment, la question du mélange, elle est aussi la marge de manœuvre vis-à-vis de la question du mélange, elle est dépendante aussi de la station. Et par contre, on peut parler de mélange à plusieurs échelles. Effectivement, si le mélange n'est pas strictement possible, en tout cas en termes d'essence objective, j'entends, sur une parcelle, elle peut l'être à l'échelle de la forêt, à l'échelle d'une parcelle forestière, même si ce n'est pas sur une... Voilà, ça peut être réfléchi à plusieurs échelles, l'enjeu étant toujours de diluer les risques. Ensuite, effectivement, de continuer à utiliser le recru naturel pour le gainage et, une fois encore, pour la diversité. Surveiller encore et toujours les aspects phytosanitaires dans le temps. Et ensuite, on n'exclut pas effectivement la question de l'expérimentation. Donc, expérimenter à la fois sur des itinéraires innovants, sur les provenances des essences, et sur les essences, mais dans ce cas-là, strictement encadrées par des structures de recherche et développement dans le cadre effectivement de suivi que peuvent faire les organismes scientifiques. On peut passer à la suivante. Hop. Alors, pour les peuplements à avenir incertain et les peuplements d'avenir, on va plutôt viser une révolution plus courte, c'est-à-dire une dynamisation de la gestion, en veillant par contre toujours effectivement à l'équilibre du peuplement et à ne pas intervenir de façon trop forte. Globalement, on sait qu'aujourd'hui, une gestion dynamique, ça permet de diminuer la surface foliaire et du coup d'apporter une meilleure résistance aux sécheresses. De même, ça va permettre de limiter la concurrence en eau et vis-à-vis de la lumière. Donc pour ça, ça implique effectivement de revenir souvent, mais de façon plus localisée et de suivre de façon plus précise ces peuplements-là. Sur les peuplements d'avenir, effectivement, il faut faire attention à éviter les peuplements aussi trop capitalisés puisqu'ils vont subir une plus forte compétition. Favoriser ensuite toujours les mélanges et surveiller l'état phytosanitaire. On peut passer à la suivante. Donc, effectivement, tout ça pour dire que globalement, il y a plusieurs stratégies. Il n'y a pas une solution miracle. Il y a des solutions à adopter à chaque contexte. Et pour nous, le diagnostic reste la chose principale et primordiale. Bien évidemment, selon la perception et les objectifs du propriétaire, mais aussi selon les scénarios climatiques envisagés, on pourrait se poser la question de quelle stratégie adopter, puisqu'en fait, concrètement, il y en a plusieurs. Et c'est pour ça que je tiens à dire qu'il n'y en a pas qu'une. Et vous allez le voir, chaque stratégie a ses avantages, mais aussi ses risques selon le point de vue de chacun. On pourrait partir sur la stratégie faire confiance à l'adaptabilité naturelle. Alors, ça aurait plein d'avantages vis-à-vis effectivement de la question de l'acclimatation en faisant l'usage de la plasticité, en mettant en avant la plasticité des essences, travailler sur la diversité génétique des espèces, ce serait très favorable à la promotion de la biodiversité. Mais par contre, on sait qu'une migration naturelle, elle est très lente. Les limites de la plasticité, on ne les connaît pas forcément. On a des risques qui peuvent être plus forts sur des très grosses densités. À l'inverse, si on décide d'avoir une stratégie
qui serait d'intervenir très activement, ça pourrait être une solution si effectivement on dépassait, on tendait vers les scénarios climatiques les plus pessimistes. Effectivement, le recours à des essences exotiques, ça pourrait être une solution. Travailler sur la question de l'amélioration génétique, peut-être de façon plus artificialisée, ça serait peut-être une solution. Mais on aurait bien évidemment en face des grosses alertes sur la question de quelle sensibilité de ces essences-là aux aléas, au déséquilibre de l'écosystème, des impacts sur la biodiversité qui seraient également potentiellement réduits. Et entre les deux, on a intervenir modérément, mais de la même manière, on a des avantages, on a des inconvénients. Bien évidemment, travailler sur la question d'une futée régulière claire permettrait de mieux gérer l'eau. Travailler sur la futée régulière permettrait d'aller vers plus de résilience, d'enrichir par plantation, de travailler sur la question de la migration uniquement assistée. Ce serait effectivement une solution peut-être, mais qui serait valable si on est sur des peuplements de qualité, en station, avec des essences qui sont adaptées pendant à minima 50 ans. Donc voilà, concrètement, il n'y a pas de stratégie idéale. Il faut de tout, entre guillemets, et ça, c'est là-dessus que le CRPF tient à conclure. Donc, si on peut passer sur la conclusion. Effectivement, donc il n'y a pas de solution idéale, mais la solution reste le diagnostic. Il existe effectivement, on le voit, des moyens d'agir qui existent malgré les incertitudes. On revient sur la question de minimiser les risques, de faire vraiment attention à ne pas passer à côté des entretiens, des différents fondamentaux, en fait, de continuer à privilégier la souplesse, la réversibilité, des compromis. Et que voilà, le changement climatique, il ne doit pas faire oublier les contraintes non plus économiques, socio-environnementales qui conditionnent la gestion courante. Mais le gros avantage et la grosse plus-value de la forêt privée, à mes yeux, c'est justement la diversité des propriétaires et donc des visions, des choix de gestion, des modalités différentes. Et ça restera le mot d'ordre pour moi, c'est qu'au final, la diversité des itinéraires, des propriétaires reste la force vis-à-vis des enjeux que va rencontrer la forêt à l'avenir. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Marine. Donc, on a compris qu'il n'y a pas de solution miracle. Merci pour ta présentation très claire. Et maintenant, on va laisser la parole à Marion Gosselin, qui va se présenter et nous parler de la gestion en mélange. Merci, Pichoum. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Marion Gosselin et je mène des recherches en écologie forestière au sein de INRAE, qui est l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Ouais, merci. Et je travaille à Nogent-sur-Vernisson dans le Loiret, donc pas très loin de chez vous, dans une unité de recherche qui s'appelle écosystème forestier. Puis personnellement, je suis plus spécialisée sur les questions de biodiversité en relation avec la gestion forestière. Cela étant, je vais vous présenter aujourd'hui un focus sur quelques activités de recherche et notamment l'intérêt du mélange d'essences sous 4 angles de vue: la croissance des peuplements d'une part, la résistance aux pathogènes d'autre part, la biodiversité, ça c'est mon sujet de prédilection, et puis aussi la consommation en eau dans les peuplements. Alors, les résultats de recherche que je vais vous présenter proviennent en partie d'un dispositif expérimental que nous avons installé en forêt d'Orléans et que nous avons appelé Optimix pour Oak Pine Tree Mixture, donc mélange chêne et pin. Donc, c'est un dispositif expérimental qui a été conçu pour étudier l'effet du mélange en comparant des peuplements de chêne pur, des peuplements de pin pur, et puis des mélanges 50-50 à parts égales. Ce sont des futaies qui sont entre 60 et 80 ans, et on a installé 3 répétitions en forêt d'Orléans en collaboration avec l'Office des forêts, bien sûr. Au total, ça représente 33 placettes et près de 40 hectares de mobilisés pour ce dispositif expérimental.
Diapo suivante, merci. Alors, les suivis que l'on mène sur ce dispositif pour étudier l'influence du mélange portent sur plein d'aspects différents de l'écosystème forestier et de son fonctionnement. Ça porte d'une part sur la croissance. On a à peu près 10 000 arbres dont on suit la croissance, soit par des inventaires systématiques en plein, soit par le fait qu'on les a équipés de dendromètres automatiques pour suivre la croissance intra-annuelle. Par ailleurs, on étudie aussi sur ce dispositif l'utilisation des ressources par les arbres. C'est-à-dire, par ressources, on entend les ressources en eau, en lumière et en nutriments, qui sont trois facteurs essentiels à la croissance et au bon état de santé des arbres. Pour étudier ces ressources, on a équipé, instrumenté nos placettes avec un certain nombre de capteurs. On a des capteurs sur tout ce qui est microclimat, mais on a aussi des sondes dans le sol pour mesurer la teneur en eau du sol, l'humidité du sol. On a aussi des collecteurs de litière, donc on récupère à l'automne les feuilles et les aiguilles qui tombent pour analyser leur composition en nutriments, leur biomasse et aussi la rapidité de leur décomposition, parce que tout ça est lié, comme vous l'a dit Pichoum, à la fertilité des sols et donc à la résilience des forêts par la suite. Donc au total, beaucoup de données qui sont accumulées sur l'utilisation des ressources et sur la croissance. Et puis on étudie aussi la dynamique du sous-bois, en particulier la régénération des arbres et la biodiversité en lien avec le mélange. Donc pour ça, on a un certain nombre de placeaux sur lesquels on suit la régénération naturelle et la biodiversité. Donc pour la biodiversité, on suit la flore, les lichens et les mousses, mais aussi certains insectes comme les carabes forestiers ou la faune du sol. Sous chaque mètre carré de sol forestier, on a des milliers de micro-organismes et de faune du sol. Donc voilà rapidement un rapide aperçu de l'ensemble des suivis qu'on fait sur Optimix. Et dans la suite de ce que je vais vous présenter, une partie des résultats proviendront de ce dispositif expérimental et une autre partie des résultats, les premiers là, qui vont suivre, proviennent d'autres études qu'on a faites ailleurs ou alors de synthèses bibliographiques de ce qui est publié par les scientifiques régulièrement. Alors, premier angle de vue, premier focus, on va regarder quels sont les effets du mélange sur la productivité du peuplement. Et on va se placer dans un cas où on a deux essences en mélange, par exemple sapin et épicéa. On va regarder ce qui se passe du point de vue de l'une des deux essences en étudiant sa productivité. Alors ça peut être la croissance en diamètre, en volume ou l'augmentation en surface terrière, par exemple. On va regarder sa productivité en fonction de la part qu'elle occupe dans le mélange entre 0 et 100%. Et on va voir qu'on a trois cas de figure possibles. Donc, il doit y avoir des animations. C'est la diapo suivante. J'ai l'impression que Pichoum, c'est toi qui as la main. Ouais, merci beaucoup. Donc, premier cas de figure, c'est la diagonale tout droite. On dit que c'est un effet additif ou neutre. Dans ce cas-là, tout simplement, la productivité de l'essence dans le peuplement, elle est tout simplement proportionnelle à la part qu'elle occupe dans le peuplement. Et le fait qu'elle soit en mélange ne lui confère pas une productivité accrue. Deuxième cas de figure, c'est l'effet synergique. Et là, dans ce cas-là, le fait pour l'essence 1 d'être en mélange lui procure une productivité accrue. Donc, c'est le cas, par exemple, pour le sapin, dans le mélange sapin-épicéa. Tu peux cliquer, je pense, Pichou. Oh, encore une fois. Super, merci. Donc, dans le cas du sapin, effectivement, le sapin bénéficie du fait d'être en mélange, parce que quand il est en mélange, il a une croissance accrue par rapport à celle qu'il aurait quand il est en peuplement pur. En revanche, l'épicéa, pour l'épicéa, lui, en mélange sapin-épicéa, bon, il n'y a pas d'effet spécifique du mélange. Puis le troisième effet possible, c'est un effet antagoniste, donc c'est un effet négatif du mélange. Et
En fait, dans la nature, dans la littérature, les 3 effets peuvent exister, positifs, neutres ou négatifs. En revanche, il y a des méta-analyses, donc des synthèses, grosses synthèses d'études bibliographiques, qui ont montré que globalement, en moyenne, dans les peuplements mélangés, la productivité est accrue et les peuplements mélangés produisent en moyenne 15% de plus que les peuplements purs. Donc voilà sur une présentation de l'aspect productivité, puis on va rentrer un petit peu plus dans le détail avec les diapos suivantes. Pour dire que cet effet du mélange, il dépend en fait beaucoup des essences en présence. Ici, une de nos collègues a fait des études à partir des données de l'inventaire forestier national et a situé l'effet du mélange. On était dans des stations d'assez faible fertilité. Elle a regardé différents types de mélanges possibles. Donc, dans le cas du hêtre et de l'épicéa, on voit un effet très, très positif sur la croissance du hêtre et positif, mais plus faible sur l'épicéa. Dans le cas du mélange hêtre-sapin, c'est des effets positifs du mélange sur les 2 essences aussi, mais plutôt faibles. Dans le cas du sapin et de l'épicéa, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, un effet positif du mélange pour le sapin. En revanche, un effet très faible sur la croissance de l'épicéa. Et puis, dans le cas des mélanges chêne-pin ou hêtre-chêne, bon, là, on a quasiment pas d'effet du mélange sur la croissance de chacune des essences. Donc, on voit que déjà, ça se complique parce qu'on se rend compte que cet effet productivité, il dépend beaucoup des essences en présence. Et en plus de ça, diapo suivante. En plus de ça, si on creuse un peu, on se rend compte que ça dépend aussi de la fertilité du sol. Donc, notre collègue, elle a regardé les mêmes mélanges, mêmes essences en présence, mais dans des cas où la fertilité de la station était bien meilleure. Et ce dont on se rend compte, c'est que dans les cas de forte fertilité, et ben alors là, l'effet bénéfique du mélange, il a tendance à disparaître, voire à devenir, dans certains cas, négatif pour certaines essences, comme l'épicéa ou le sapin. Donc, l'effet du mélange sur la productivité, il dépend à la fois des essences en présence et aussi de la fertilité du sol. Il y a une tendance à ce qu'il soit positif, mais surtout dans les stations à fertilité faible. Deuxième angle de vue, je vais vous présenter quelques résultats concernant l'effet des mélanges sur la résistance aux pathogènes du peuplement. Et je vais vous présenter les résultats obtenus par un collègue, Hervé Jactel, qui travaille sur les mélanges d'essences et notamment les mélanges feuillus résineux. Alors, en écologie, l'hypothèse qu'on fait, ça s'appelle l'hypothèse de l'assurance, et elle consiste à dire que les communautés qui sont riches en espèces, donc les peuplements qui contiennent plusieurs essences d'arbres forestiers, seraient plus résistants aux perturbations. Et on va voir 2 exemples qui confirment cette hypothèse. Le premier concerne l'épicéa et les collègues ont montré que l'insecte qui est là sur la photo de gauche, c'est un parasitoïde du scolyte de l'épicéa et il se trouve qu'il est favorisé par les peuplements mélangés parce que dans ces peuplements, il trouve à la fois du pollen, du nectar, du miella qui sont importants pour son cycle de développement. Et c'est tout l'intérêt du mélange dans ce cas-là, c'est que si le parasitoïde est présent, à ce moment-là, eh ben, il va jouer son rôle de parasite sur le scolyte et il va donc diminuer les effets négatifs du scolyte sur l'épicéa. Donc, il va diminuer les impacts du scolyte, du ravageur scolyte sur l'épicéa. Donc là, dans ce cas-là, le parasitoïde, c'est un auxiliaire naturel du forestier qui est favorisé ici dans les peuplements mélangés. Le deuxième exemple concerne les pineraies des Landes, les pineraies de pins maritimes, et où notre collègue Hervé Jactel a montré que les dégâts de pyrale du tronc sur pins maritimes sont bien plus faibles quand il y a présence de feuillus dans les pins maritimes, dans les résineux. Donc, on a tout intérêt à laisser s'exprimer des îlots de feuillus dans les peuplements résineux. Ensuite,
Un autre exemple, et qui concerne là, le synapse du châtaignier, donc on est concerné hein, dans le Gâtinais. Cette figure montre le pourcentage moyen de défoliation dû aux dégâts du synapse sur les châtaigniers en fonction de la richesse locale en essences dans le peuplement. Donc plus on a d'essences différentes dans le peuplement, quand on passe de 1 à 4 essences, et moins les dégâts sont forts. Donc, c'est aussi là un effet bénéfique du mélange sur la résistance aux pathogènes. Le troisième angle d'approche concerne la biodiversité. Donc, ce sera la diapo suivante. Voilà, c'est les effets du mélange sur la biodiversité. Et là, ce sont des résultats du dispositif Optimix. Alors, on a étudié qu'une partie, bien sûr, de la biodiversité. Mais alors, ce qu'on a montré, c'est que pour les carabes, hein, les coléoptères qui sont des coléoptères prédateurs qui vivent à la surface du sol, on n'a pas trouvé de différence bien significative entre le chêne, le mélange et le pin. Dans chacun des peuplements, on avait le même nombre d'espèces. On raisonne là en richesse de la communauté. Pour les colamboles, qui sont des animaux de la faune du sol, eh bien là, il se trouve que les chênaies purs étaient les plus riches en espèces, suivis de relativement près par les mélanges, et ensuite seulement par les pineraies pures. Les pineraies pures étaient les plus pauvres. Et on retrouve le même schéma, c'est-à-dire que le plus riche, c'est la chênaie pure, le plus pauvre, c'est la pineraie pure, et puis au milieu, il y a le mélange. On trouve exactement le même schéma pour les bryophytes, qui sont les mousses et hépatiques qui poussent dans nos forêts. Et finalement, ces schémas, ce qu'on a trouvé là sur Optimix, ça va bien dans le même sens de ce qu'on trouve dans la littérature internationale quand on compare l'effet de mélange à parts égales par rapport à des peuplements purs. C'est que souvent, le mélange, il est à peu près kiff-kiff au même niveau que l'un des deux peuplements purs examinés, et puis que l'autre peuplement pur est plus pauvre. En revanche, ces résultats, là, on a vraiment regardé du mélange à parts égales. Je n'ai pas de résultat là concernant l'effet de la richesse en espèces d'arbres différentes dans le peuplement, 1, 2, 3, 4, 5 ou plus, quand ces espèces sont représentées simplement par 1, 2 ou quelques individus. Là, on est vraiment dans des histoires de mélange à parts égales. Et alors, il y a quand même des nuances à apporter parce que dans Optimix, par exemple, on a vu que parmi les espèces qui sont préférentiellement associées aux chênes, certaines préfèrent les peuplements purs et d'autres préféreront les peuplements mélangés. Et notamment, il y a des espèces qui sont préférentiellement associées au pin et qui préfèrent les peuplements mélangés. Et de tout ça, on en déduit finalement que il faut un petit peu de tout à l'échelle du paysage. Il ne faut pas se dire, allez, il faut faire du mélange partout, parce qu'il y a certaines espèces qui vont quand même s'exprimer plus dans les peuplements purs. Et en même temps, il faut quand même du mélange parce qu'il favorise aussi l'expression de certaines espèces. Donc, comme disait Marine tout à l'heure, hein, c'est vraiment, il faut de la diversité de gestion à l'échelle du paysage. Ensuite, dans les dernières diapositives, je vais vous parler de la consommation en eau. Donc, de l'effet du mélange sur la consommation en eau. Ce sont aussi des résultats qu'on a obtenus sur le dispositif Optimix. On a mis à profit la sécheresse estivale de 2016 pour regarder comment les arbres se comportaient en termes de stress hydrique selon qu'ils étaient en mélange ou en peuplement pur. Donc, sur ce graphique, vous avez à gauche les pins en mélange ou en peuplement pur, à droite les chênes, mélange ou peuplement pur. Les cercles noirs concernent les gros arbres, les cercles rouges concernent les arbres de petit diamètre. Et comment se lit le graphique? Plus on est haut dans le graphique et moins le stress hydrique est fort. Et plus on est bas dans le graphique et plus le stress hydrique est fort. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que pour le pin, le mélange n'avait pas d'effet sur le stress hydrique des pins lors de cette sécheresse 2016, alors que pour le chêne, le mélange avait vraiment un effet bénéfique, c'est-à-dire que le stress hydrique des chênes était réduit en mélange, et c'était particulièrement vrai pour les arbres de petit diamètre. Donc là, un effet positif du mélange pour le chêne et pas d'effet spécial pour le pin.
La deuxième diapo concerne toujours la sécheresse de l'été 2016, mais ce qu'on a regardé, c'est si, en fonction du stress hydrique, les arbres grossissaient plus ou moins durant cette sécheresse, selon qu'ils étaient en mélange ou pas. Donc là, on a à gauche le chêne, à droite le pin, en bleu les peuplements mélangés, en vert les peuplements purs de chêne, et on voit l'accroissement. Donc on voit qu'en fait, en mélange, les peuplements, les chênes des peuplements avaient un accroissement meilleur que quand ils étaient en peuplement pur. Alors que à droite, pour les pins, c'est l'inverse. Quand les pins étaient en mélange, on voit que la courbe d'accroissement, la bleue là, est bien en dessous de la courbe d'accroissement rouge qui est pour les pins en peuplement pur. Donc, dans les densités qui étaient étudiées ici, on voyait un effet positif du mélange sur le chêne en condition de stress hydrique pour cette sécheresse, mais un effet négatif du mélange sur le pin. Alors ça valait pour la sécheresse 2016, et puis en fait, pour la sécheresse 2015, on n'avait pas observé d'effet. Donc, tout ça pour dire que c'est difficile d'avoir des conclusions très générales, parce qu'il y a toujours un petit « mais » qui vient à la suite de nos conclusions. Et c'est ce que j'aimerais vous dire avec la dernière diapo de conclusion. C'est que, bon, en gros, on a, pour le mélange d'essence, des effets qui sont variés. Alors, ils peuvent être négatifs, ils sont un peu plus souvent positifs que négatifs, mais il faut quand même avoir en tête qu'ils ne sont pas systématiquement positifs. On a, d'une manière générale, et ça c'est toute la biblio va dans ce sens-là, un effet positif du mélange sur la résistance aux pathogènes. Pour la biodiversité, on a des effets positifs ou neutres. Ça n'a pas d'effet négatif pour la biodiversité, mais ce n'est pas systématiquement positif. En revanche, si on regarde non pas du mélange à parts égales, mais en nombre d'espèces présentes, c'est plutôt des effets positifs. Et puis, sur la croissance et la consommation en eau, on voit que ça dépend énormément de la nature des espèces en présence, de la fertilité des sols, de la nature des sécheresses, des événements climatiques qu'on étudie. Donc, c'est difficile d'avoir des conclusions tranchées. On a encore beaucoup à découvrir, surtout dans les contextes climatiques changeants qu'on connaît de nos jours. Voilà, je vous remercie à tous pour votre attention. Un grand merci Marion pour cette présentation. On est très chanceux d'avoir pu avoir ton retour d'expérience et bilan des derniers projets de l'INRAE. Donc on apprécie un peu toute la complexité qui est autour de ce sujet. Donc on voit que il n'y a pas de solution miracle, ça Marine Loher aussi l'avait dit, et on peut, voilà, il y a des effets variés sur différents paramètres. Donc, merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi ces 3 interventions. Et maintenant, la parole est à vous. Et plus précisément, on va commencer par répondre aux questions qui ont été posées dans le chat par écrit. Il y en a eu 4 ou 5. Alors, je vais les lire par ordre d'apparition. Et puis, on va s'efforcer toutes les 3 d'y répondre en fonction de nos domaines de compétences. Et ensuite, ceux qui n'ont pas posé leurs questions par écrit, vous pourrez encore prendre la parole à l'oral. Alors, je commence par la première question qui n'en est pas vraiment une, mais c'est une remarque. Attention à la notion de bien commun. Ça fait référence, je crois, à ma dernière phrase, à ma dernière slide dans mon intervention. Effectivement, donc le parc naturel régional du Gâtinais français, c'est très majoritairement de la forêt privée, très morcelée, mais privée avant tout. Donc la question qui peut se poser, c'est oui, quel peut être le lien entre propriété privée et bien commun dans le cas de la forêt privée? À mon sens, ce n'est pas le statut de propriété qui fait le bien commun, c'est plutôt l'orientation politique qui est donnée à sa gestion. Donc, en fait, les forêts privées, même si elles sont privées, elles se doivent néanmoins d'être gérées de manière utile à la collectivité, même si elles sont soumises à des contraintes par le code forestier. Donc voilà, le SRGS fournit des orientations.
Mais c'est vrai que c'est un gros débat. Est-ce qu'on peut parler de bien commun ou pas pour les forêts? Et je crois qu'il y a beaucoup de recherches académiques qui travaillent là-dessus. Ce n'est pas tellement mon domaine de compétences. Mais voilà la première réponse que je pourrais apporter. Je ne sais pas si vous voulez compléter, Marine ou Marion, s'il y a des remarques. Juste une remarque sur cette notion de bien commun. Effectivement, il y a des recherches académiques que je ne maîtrise pas spécialement, mais je sais que ça a été abordé au sein du conseil scientifique de la réserve de biosphère du Gâtinais. Donc, je pourrais éventuellement vous faire parvenir quelques prises de notes sur la présentation qui avait été faite. Merci. Alors, une autre question, à moins que Marine, tu aies quelque chose à dire dessus. Non, sur ce sujet-là, je pense que tout est dit. Voilà. Et une autre question de Gérard Rouillet. Certains sites Natura 2000 en Seine-et-Marne demandent dans le futur DOCOP de favoriser l'essence hêtre. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Je crois que je peux essayer de commencer à répondre puisque j'ai des missions Natura 2000 au parc. Pour le hêtre, c'est comme pour tout, hein, c'est pas très facile de répondre de manière formelle, parce que c'est vrai que le hêtre est très sensible au manque d'eau, ça on le sait, mais c'est aussi une essence qui est capable de récupérer très rapidement et qui subit des mortalités, enfin en tout cas les plus basses parmi celles enregistrées dans les réseaux de surveillance des forêts. Donc on en parle même de paradoxe du hêtre, parce que ils sont très sensibles, mais en fait ils sont peu touchés par les mortalités. Donc je crois qu'aussi l'analyse des dépérissements passés du hêtre, ils se font à une maille européenne, enfin à une maille assez large, qui incite à la prudence dans l'interprétation des résultats, puisqu'on ne peut pas en fait vraiment savoir localement quel est l'impact des phénomènes. Mais ça, je crois que peut-être, Marion, tu as peut-être des choses à compléter là-dessus. L'IDF est en train de porter un projet sur l'habitat d'intérêt communautaire et du coup le maintien spécialement sur le hêtre, justement pour pouvoir évaluer quel avenir justement il lui est réservé, et effectivement pour pouvoir alimenter et faire remonter ces informations-là au niveau des ministères vis-à-vis justement de la question des DOCOB et de la prise en compte de ces enjeux-là, puisqu'effectivement, aujourd'hui, demander à un propriétaire de ne pas avoir d'impact ou d'incidence sur un habitat d'intérêt communautaire quand il n'en est pas forcément le responsable premier, c'est compliqué. Donc, effectivement, il y a des travaux en cours sur ce sujet. Oui, non, sinon, sur la question du hêtre, moi, j'ai peu de connaissances sur le hêtre en particulier. Ce que je dirais simplement, c'est une espèce de principe de précaution. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une essence est potentiellement menacée par le changement climatique à long terme qu'il faut absolument l'éradiquer et ne pas la favoriser du tout dans toute une région. Comme on disait tout à l'heure, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors, on pourra comprendre qu'un propriétaire forestier ne favorise pas spécialement le hêtre dans sa propriété parce que il craint le changement climatique et qu'il note déjà des signes d'essoufflement du hêtre. En revanche, dans des cas où on a des populations de hêtres qui sont déjà dans des conditions un petit peu séchardes, sur un flanc sud par exemple, ou sur du calcaire, là, ça vaut peut-être le coup de garder ces populations-là parce que c'est dans ces populations-là qu'on peut trouver ce qu'on appelle des écotypes, c'est-à-dire des populations génétiquement particulières qui contiennent potentiellement un gène d'adaptation ou de résistance à la sécheresse. Donc l'idée, c'est bien de ne pas éradiquer partout et pour autant de s'adapter quand même au changement climatique en commençant à mettre d'autres essences. Merci beaucoup pour ces réponses qui complètent bien, qui se complètent bien les unes aux autres. Troisième question de Gérard Rouillet, c'est quelle sera la place des fruitiers forestiers vis-à-vis du changement climatique? Je pense en particulier au noyer noir. Alors là, je vais aussi peut-être te laisser, Marion, commencer la réponse si tu connais le noyer noir.
Non. Je connais le noyer noir, mais honnêtement, je n'ai pas de réponse là-dessus. Ce que je ferais simplement, c'est de transmettre la question à mes collègues qui s'occupent de ressources génétiques. Ça, c'est tout ce que je peux faire là. J'ai vu aussi qu'il y a un projet de l'INRAE qui s'appelle Innove Noyer pour Ah oui, caractériser les ressources génétiques de la collection de noyers, donc lancé par l'INRAE et le CTIFL. Je n'ai pas les résultats de ce projet, mais ça vaudrait peut-être le coup de voir l'intérêt de ces noyers. Mais de manière générale, hein, on peut reprendre un peu la réponse de Marion Gosselin à la question sur le hêtre, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de chercher à diversifier les stratégies. Marine, je ne sais pas si tu souhaites compléter. Non, j'ai pas vraiment d'éléments. Je saurais pas. Je risque de me noyer toute seule, donc je préfère m'abstenir. j'ajouterais peut-être juste sur l'histoire des fruitiers forestiers que, alors il y a pas mal de fruitiers forestiers qui sont présents, qui sont pas des individus sociaux et qui sont présents ici ou là de façon éparse dans le peuplement. Ceux-là, on a tout intérêt à les garder, ne serait-ce que pour la biodiversité, parce que ils offrent le gîte et le couvert à pas mal d'animaux, et puis eux-mêmes, ils augmentent la diversité ligneuse, en fait, en espèces d'arbres. Et ceux-là, oui, il n'y a pas de risque à les garder parce qu'on ne va pas miser forcément une récolte entière sur les fruitiers forestiers. Ça ne sera pas l'essence dominante du peuplement. Donc les garder en essence secondaire, oui. Une autre question de Théo Charberet. Que voulez-vous dire par plantation industrielle dans le scénario supérieur à 3 degrés? Alors, je crois que ça faisait référence à ton intervention, Marine. Oui, bah, bien évidemment, le industriel, il était entre guillemets, mais c'était pour illustrer le fait qu'à un moment donné, un choix peut être uniquement d'avoir un objectif économique, de production de bois, sans forcément chercher la multifonctionnalité. Donc, ça aurait effectivement l'effet de maintenir des boisements, de produire du bois, de stocker potentiellement du carbone. Mais bien évidemment, c'est dans ce sens-là que je le voyais comme un aspect positif au regard du regard du propriétaire qui aurait cet objectif-là. Et bien évidemment, en face, on a des risques que j'ai exposés tout à l'heure, à avoir une vision strictement sur cette recherche de production et le côté industriel. C'est là-dedans que je pense que cette phrase s'intégrait. Merci pour ces éclaircissements, Marine. Une autre question, que veut dire capitaliser? Alors, est-ce que ça fait référence à ce que tu viens de répondre, Marine? C'était sur une autre diapo, mais globalement, capitaliser, ça veut dire partir sur le principe qu'on laisse beaucoup de bois sur pied en se disant qu'on va justement capitaliser du volume, capitaliser potentiellement un plus gros revenu. Ça peut être cette idée-là aussi, d'avoir un plus gros revenu derrière, mais du coup, il y a le risque derrière d'avoir des dépérissements et d'avoir justement cette perte finalement économique qui nous rattrape. Donc, capitaliser, c'est garder sur pied beaucoup de volume sans forcément anticiper son renouvellement et du coup, potentiellement se retrouver dans des impasses soit de valorisation, soit même de renouvellement derrière si on n'arrive pas à régénérer naturellement ou qu'on a une tempête qui passe par là. Voilà. Merci. Et une autre question, alors de Corentin cette fois. Concernant la gestion des cervidés et sangliers, y a-t-il des alternatives plus préventives que la chasse qui auraient moins d'impact négatif sur la faune et la flore? Travaillez-vous à ce sujet avec la Fédération Chasse? Merci. Merci pour cette question. Alors, je crois que ça peut... Vas-y, Marine, si tu voulais dire quelque chose. Non, nous, pour l'instant, à part sur la question de travailler sur un équilibre, nous, c'est la chose qu'on va regarder. Après, les moyens d'y arriver, entre guillemets, ça dépend, entre guillemets, ça dépend pas forcément de nous. Nous, en interne, on travaille essentiellement sur la question de l'équilibre sylvo-cynégétique, soit la protection des plantations, soit ce genre de choses-là. Mais en tout cas, sur les moyens d'arriver à cet équilibre, on n'a pas, entre guillemets, notre mot à dire, nous, au CRPF, en tout cas. Alors, Gérard Rouillet a levé la main. Allez-y, vous pouvez intervenir. Oui, juste un point. Donc, alors, je ne sais pas si vous me voyez et si vous Oui. m'entendez. C'est bon, c'est tout bon.
C'est tout bon, tout va bien. Alors, moi, je suis en charge de relations avec la Fédération de chasse de Seine-et-Marne, hein, et on met bien entendu l'accent sur tout ce qui est dégâts de gibier au niveau de la forêt. Et le CRPF, le syndicat France-Sylva, l'ONF et la FNCOFOR sont en train de lancer une plateforme de dégâts de gibier au niveau de la France entière. Donc, s'il y a des problèmes de dégâts de gibier, notamment grand cervidé, chevreuil, sanglier, puisque c'est les 3 espèces, merci de nous en faire part. Quant à l'impact de la chasse, bien entendu qu'il faut chasser avec des règles de chasse strictes vis-à-vis des chasseurs, chasse en toute sécurité. Je pense que pour les dégâts, la seule solution, bien entendu, c'est de maintenir, comme vous le disiez, l'équilibre forêt-gibier et bien entendu de chasser, en respectant certaines règles de chasse, bien entendu. Merci beaucoup, Monsieur Rouillet, pour cette intervention qui enrichit bien les réponses. Et bon, alors, après, pour répondre vraiment à la question des alternatives à la chasse, la seule chose qui me vient, c'est le retour des grands prédateurs, mais ça, c'est pas quelque chose qu'on peut maîtriser. Le loup revient tout seul. On va pas commencer à soutenir des programmes de réintroduction forcément de prédateurs, ce qui causerait beaucoup ce qui nécessiterait un débat, un débat avec les citoyens avant. Mais ce serait une alternative à la chasse, oui, ce serait qu'il y ait des grands prédateurs qui régulent ces populations de cervidés et sangliers. Donc, ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Je passe à une autre question. Alors, Gérard Rouillet a levé la main. Oui. Allez-y. Vous avez quand même des grandes discussions sur le rétablissement du loup et pourquoi pas de l'ours en même temps, quoi. Merci. Une autre question, c'est de Frédéric Bénèche. J'espère que je le prononce bien. Quelle surface minimum de forêt faut-il avoir pour envisager une exploitation ou une gestion? Peut-on parler de problème de remembrement et comment fait-on pour avoir un diagnostic de ces parcelles? Il y a en fait 3 questions en une. Marine, si tu veux démarrer. Oui, je peux. Alors, théoriquement, il n'y a pas de surface minimum pour gérer sa forêt et en tout cas réfléchir ou diagnostiquer. Après, bien évidemment, en termes de valorisation, par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut trouver les filières qui vont bien. Donc, effectivement, quand on a des petites parcelles, ce n'est pas forcément facile de trouver à valoriser ce qu'on a dessus. Là, pour le coup, le CRPF travaille sur les questions de regroupement, de gestion. Donc, ça peut être ça aussi, de se rapprocher aussi des structures telles que des coopératives qui peuvent justement trouver dans le même secteur que votre propriété d'autres éventuelles parcelles pour justement regrouper et pouvoir valoriser et pouvoir dynamiser cette gestion dans ces secteurs-là. Problème de remembrement, oui, concrètement, surtout dans le secteur du PNR, c'est ce que disait Pichoun tout à l'heure, il y a des coins, alors autant il y a des surfaces, des secteurs sur lesquels on a des grosses propriétés forestières, on a aussi des secteurs sur lesquels on a des tout petits bois où les propriétaires sont même des fois pas au courant qu'ils sont propriétaires. Donc effectivement, on a ce problème de remembrement. Et par contre, pour avoir un diagnostic ou éventuellement des conseils, là, vous pouvez vous tourner soit vers le parc, soit vers le CRPF, qui ont des techniciens qui peuvent venir faire des visites conseils pour venir voir avec vous ce qui serait envisageable de faire sur vos propriétés et éventuellement de travailler avec vous la question du diagnostic de la parcelle. Effectivement, donc sur le territoire du parc naturel régional du Gâtinais français, on a 18 000 hectares de forêt privée, mais pour à peu près aussi 18 000 propriétaires. Donc voilà, c'est très très morcelé. Mais pour pallier cette situation, le parc a mis à disposition une bourse foncière qui est en ligne pour les surfaces de moins de 5 hectares. Je vois un participant parmi nous qui a mis ses parcelles ou qui a recherché des parcelles via cette bourse foncière. Elle fonctionne très bien. On a eu depuis le début de l'année une dizaine de parcelles vendues grâce à cette bourse foncière. De manière continue, il y a des parcelles qui s'ajoutent, il y a des demandes de contact
Donc, les personnes qui recherchent une parcelle à acheter peuvent m'envoyer une demande et je leur fournis les contacts des vendeurs. Donc ça permet un regroupement foncier. Ensuite, pour ce qui est les communes peuvent aussi se saisir de l'outil bien vacant et 100 mètres. Hein. Une procédure de bien vacant et 100 mètres avait été soutenue par le parc par le passé sur le territoire du PNR. Donc ça, c'est encore pour les parcelles dont on ne connaît pas le propriétaire et qui sont manifestement abandonnées. Ça reste une option pour faire un regroupement de parcelles et rendre une exploitation rentable. Voilà, donc pour cette question. Ensuite, alors il nous reste à peu près 5 minutes et il y en a encore une question. Il y avait une main levée, juste, je ne sais pas si ça fait un petit moment, peut-être, j'ai juste invité Carole. Monsieur Rouillet, peut-être, n'avait pas rebaissé la main, mais je vois qu'il y a aussi… Ah oui, Carole, effectivement, je n'avais pas vu, merci. Oui, bonjour. Oui. Donc, je représente l'association de défense de l'environnement Covipéo à Mondeville. Peut-être d'abord juste une petite remarque au sujet de la notion de bien commun. Donc, au vu des enjeux climatiques qui nous attendent tous, il me semble urgent que chacun se mette un peu dans une posture de responsabilité collective qui considérerait que toutes les ressources de notre planète comme des biens communs à tous, à protéger, à préserver, au-delà de la notion même de propriété. En fait, il y a des enjeux qui sont bien au-delà des parcelles de propriété et qui nous concernent évidemment tous au plus haut point. Par rapport effectivement à cette approche qui est assez scientifique et je comprends la nécessité de faire du cas par cas, est-ce que néanmoins au sein du PNR, il y a différentes zones qui ont été déterminées avec des schémas idéaux de plantation justement, comme vous le disiez, mélangés pour faciliter la tâche aux propriétaires terriens qui auront la plupart certainement pas la possibilité de faire réaliser des diagnostics et qui du coup, ça serait une espèce de package qu'on pourrait leur fournir pour essayer de mettre en place assez rapidement des mesures efficaces. Oui, malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Il faut toujours faire une analyse du sol. Il faut voir l'exposition au vent, la situation. Sur une même parcelle, on peut avoir deux situations, un bas de pente et un haut de pente, et pas planter les mêmes, et pas recommander les mêmes essences en haut de la pente qu'en bas de la pente. Donc forcément, c'est très très compliqué d'anticiper et de pouvoir faire des cartes de pré-localisation. C'est très complexe. Donc, merci pour cette question. Et juste une autre question, ça concerne juste les lisières. Vous disiez, enfin, vous avez… Ah, j'entends quelqu'un qui parle, mais de manière assez faible. Oui, à propos des lisières, c'est toujours Carole. Oui. Du coup, ces lisières, ce sont des zones a priori peu exploitées. Est-ce que du coup, qui est-ce qui va se charger de les planter ou de les entretenir? Est-ce que ça va être à la charge des propriétaires forestiers ou bien des agriculteurs qui sont souvent en lisière de forêt? Enfin, comment sont traitées ces lisières? Alors, la question de la lisière, c'est un sujet très compliqué justement parce que surtout quand on est avec une interface milieu agricole, parce qu'effectivement, ça implique que la bande de 15-20 mètres qui va être étagée et qui du coup va pas être productive, effectivement, ça pose cette question de qui va intervenir. Est-ce que c'est le propriétaire forestier qui décide de dire j'étage ou est-ce que c'est l'agriculteur qui accepte de laisser dépasser un peu? Donc, effectivement, bien souvent, on se retrouve avec des grosses lignes droites, mais c'est tout un enjeu de trouver des compromis. Alors, je sais qu'il y a des secteurs où il y a des tentatives de mise en discussion de ces sujets de gestion des lisières. Mais sinon, effectivement, le propriétaire a tout intérêt pour protéger, comme on le disait tout à l'heure, des coups de vent ou de ce genre de choses, de travailler lui sur sa lisière en étageant au moins les 15 premiers mètres. Quand il n'a pas une parcelle d'un demi-hectare, c'est potentiellement imaginable. Merci. Je vais prendre une dernière question et puis ensuite, je voudrais laisser peut-être la parole à Jean-Jacques Boussingault qui est présent depuis le début et on le voit. Je vous salue, Monsieur Boussingault. Donc, dernière question de Quentin Pérousset. Avez-vous identifié des essences de reboisement susceptibles d'être adaptées aux stations gâtinaises et aux conditions climatiques qui s'annoncent?
Donc, vaste question. Un élément de réponse que je peux apporter, c'est simplement qu'on a une aide financière aux travaux de reboisement au niveau du PNR. Et dans le cahier des charges de cette aide, on a des essences éligibles pour tous les types de projets, avec des objectifs de diversification et des objectifs de changement climatique. On a mis notamment le chêne pubescent, le chêne Cécile. Donc voilà, on a une vingtaine, trentaine d'essences spécifiques éligibles sur des placettes de moins de 500 mètres carrés en l'absence de suivi scientifique ou de moins de 2000 mètres carrés en cas de suivi scientifique. Et si vous avez besoin de solliciter cette aide et de bénéficier du coup de conseils concernant les essences à replanter, n'hésitez pas à me solliciter et on travaille en partenariat étroit avec le CRPF là-dessus. Monsieur Boussingault, si vous voulez dire un petit mot, je vous laisse aussi la parole, n'hésitez pas. Remercier toutes les intervenantes, Madame Marion Gosselin, Marine Loher et vous aussi, Pichou, pour ce webinaire intéressant qui peut à la fois, comment dirais-je, satisfaire ceux qui étaient à l'écoute et puis aussi laisser en disant « Ouf, on a du boulot, et est-ce que ce qu'on va faire va-t-il réussir ?» Parce qu'il y a quand même un certain nombre de questions qui se posent encore sur le sujet. Mais si on ne l'aborde pas, on ne pourra pas le résoudre. Donc ça, c'est le parc, depuis un certain nombre d'années, essaye de travailler avec le CRPF, tous les instituts de recherche sur la forêt pour essayer d'endiguer ce problème comment dirais-je, de la forêt. Et ce qui est aussi une problématique chez nous, c'est sur notre territoire, c'est les sols. Ils ne sont pas homogènes et c'est vraiment du cousu humain qu'on doit faire vis-à-vis. On a des parties où il y a un sol qui est convenable, fertile, puis un autre où c'est que du sable. Et qu'est-ce qu'on fait avec le sable? On voit aujourd'hui, par exemple, dépérir, nous, les pins sylvestres d'une façon importante. Qu'est-ce qu'on remet à la place? Les bruyères en sous-bois commencent à disparaître dans les parties très sèches de notre territoire. Donc, il y a beaucoup d'interrogations et j'espère qu'on aura les réponses. Et puis, il y a aussi un changement d'essence qui va arriver. Ça, je crois que pour les frênes, l'INRA ne veut pas rechercher comme il l'avait fait pour les ormes, le dépérissement, en disant que compte tenu du nombre de chênes, il y aura bien des résistants. Donc, soyons résistants et essayons de travailler, d'apporter des solutions. Merci encore pour vos interventions et merci à tous les participants qui sont venus écouter, vous écouter. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Boussingault, pour cette intervention qui conclut bien le webinaire qui termine pile à temps, donc il est 12h30. Et merci à tous d'avoir participé. Un grand merci à Marine Loher et Marion Gosselin d'avoir joué le jeu et de s'être associés à ce webinaire qui, j'espère, vous avez trouvé intéressant. Que la prochaine pourra se faire en forêt, surtout. Oui, exactement, que la prochaine pourra se faire en forêt, effectivement. Mais vous aurez, si vous souhaitez revisionner ou diffuser ce webinaire à vos voisins propriétaires forestiers ou autres intéressés, il sera mis en ligne d'ici quelques jours sur le site du parc et il vous sera transféré par mail. Donc, merci encore, bon appétit et puis en espérant vous revoir très prochainement en vrai sur le terrain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci, au revoir à tous. Bonne journée, au revoir.